ou pas. C'est bon. On est parti pour le point actu hardware de ce mardi 9 février 2021. Aujourd'hui, au programme, nous avons Electronic Arts qui fait du shopping à plus de 2 milliards de dollars. On a le super sampling à la sauce AMD, donc enfin quelque chose qui veut concurrencer le DLSS de Nvidia. Petite news sur Starlink, le réseau d'internet par satellite d'Elon Musk, bientôt disponible en France, bientôt. Est-ce que vous connaissez Graphcore? On va parler de Graphcore, vous allez voir des gens qui font des choses, qui ont des intérêts et qui les défendent visiblement. Vous allez voir, ça fait des liens avec des actualités précédentes. J'espère que vous allez apprécier ces éclaircissements. Moi, ça m'a bien fait rire. On continuera avec une news sur un gros investissement pour une usine de semi-conducteurs en Chine. Vous allez voir ici, il y a encore aussi plein d'histoires, notamment des news qu'on a traitées ensemble. On aura une triste histoire pour CD Projekt qui est victime d'un piratage. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ça a fait les gros titres aujourd'hui. On va essayer d'en savoir un peu plus, mais triste histoire. On aura ensuite des choses un peu plus hardware avec un boîtier mini ITX vertical ce coup-ci. Hier on en a vu un plutôt horizontal. C'est l'idée est la même, un petit boîtier dans lequel on pourra mettre une grande carte graphique, donc potentiellement une vraie config gaming. C'est intéressant, ça reste à des prix élevés. On aura une souris franchement, j'ai pas les mots, elle vend du rêve, elle est pas trop chère, elle est destinée aux gens, destinée un peu à tout le monde, juste il y a des trous, et c'est une souris légère encore une fois, mais vraiment très sympa pour le coup. On aura une petite news d'Intel et de compatibilité qui ne fait pas plaisir. Une petite news sur le stock des GPU, des cartes graphiques, pareil, ça ne fera pas plaisir, vous imaginez. Et après, on ira dans des trucs un peu soit très haut de gamme, un peu soit prototype, un peu soit trop cher. On aura une 3090 hors de prix, vraiment. Et sachez que pourtant, la plupart des 3090 se vendent à 2000 euros. Et elle, ici, on peut dire tout de même qu'elle est hors de prix. On aura un PC portable du Turfu. Alors là, quand je vous dis du Turfu, c'est vous avez jamais vu ça. Et on finira avec des écrans où tout n'est pas un écran. On aura un téléviseur 75 pouces à un prix correct, incroyable. C'est Xiaomi qui nous présente ça. Et vraiment, c'est un prix très intéressant. Et on aura ensuite un vidéoprojecteur. Voilà. C'est pas hyper cher pour un vidéoprojecteur, mais vous serez restreint. C'est censé être dédié au gaming. Peut-être un peu restreint encore. On verra. Mais ça, c'est à la fin. On va pouvoir tout de suite commencer par le début, parce que c'est mieux. C'est mieux en général de commencer par le début. Et au tout début, on a le shopping d'EA ou d'Electronic Arts. Alors, qu'est-ce qu'ils achètent pour 2,1 milliards de dollars? Ils s'achètent Glue ou Glu, je sais pas, Mobile, un studio qui fait des jeux mobiles, hein, comme c'est dit dans son nom. Même l'un des pionniers du jeu mobile, pionnier dans le sens assez gros studio à faire uniquement du jeu mobile.
dont des jeux qui ont bien marché. Alors moi je vous avoue que je suis pas très joueur mobile, alors j'y connais pas grand chose, mais voilà, on a eu précédemment la news de EA qui faisait son bilan sur la licence Star Wars, et ils ont fait 1 milliard de recettes grâce au jeu mobile Star Wars. Donc ils réinvestissent et ils voient que ça marche bien. Glue, on va les appeler Glue, moi ça me va bien Glue. Glue a fait des jeux tels que Design Home, Dinner Dash, Frontline Commando, D-Day, Kim Kardashian Hollywood, Deer Hunter et d'autres titres dédiés à Taylor Swift ou Katy Perry. Donc peut-être pas les meilleurs jeux du monde, peut-être pas les meilleurs gameplays du monde, mais sûrement des jeux qui ont marché parce que avec des grosses têtes d'affiche et voilà, on sait les jeux mobiles rapportent quand même beaucoup d'argent quand on sait bien les faire et bien les vendre. Donc j'imagine que ça part du principe de s'étendre sur les jeux mobiles dans des domaines où ils sont pas forcément implantés, mais où ils ont senti les bons filons de l'argent. Oui, 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 de l'argent. Et donc voilà, hein, ils vont être achetés. C'est signé, il faut juste attendre que ce soit validé par les actionnaires, ce qui va être fait sous peu. Mais petit rachat à 2,1 milliards de dollars tout de même. Toxic, ça se fait plaisir. En même temps, on a vu que EA avait fait plein d'argent, notamment sur Star Wars. Donc ils ont bien raison de sécuriser des studios comme ça pour avoir un petit parc de studios comme tout le monde est en train de faire actuellement. Toutes les sociétés de jeux vidéo qui marchent bien en profitent pour racheter des morceaux qui peuvent potentiellement les faire marcher encore mieux. Donc espérons que ça soit un bon pari ici. On continue avec le super sampling ajouté à Fidelity FX. Alors, bien compliqué tout ça. En gros, c'est le DLSS d'AMD. En gros, c'est très, très simplifié, mais c'est le principe. C'est quelque chose qui va aller concurrencer la technologie du DLSS de chez Nvidia. Non, mais non, ça va. Tranquille, pas encore. Parce qu'en fait, voilà, on le dit comme ça parce que c'est le nom complet, mais en vrai, on ne le dit jamais comme ça. Comme le DLSS a un nom complet que je ne connais pas. C'est juste que une fois qu'on raccourcit, ça fait FFSS pour Fidelity FX Super Sampling. Et voilà. Et on appellera ça le FFSS au lieu du DLSS. Ça marche. Non, c'est juste que là, on dit les noms en entier, et en vrai, on ne dit jamais les noms en entier. Pas de problème, ils sont pas aussi mauvais que ça. Ils sont pas tirés une balle dans le pied direct. Pas direct, quand même. Il y a des gens qui travaillent dessus. Du coup, le principe très intéressant, parce que on a vu que le DLSS permettait de profiter des graphismes quasiment à son plein potentiel en ayant un gameplay fluide, parce que c'était un peu le compromis jusqu'à maintenant. Peu importe la carte et l'argent que vous mettiez dans vos cartes graphiques, c'était soit les plus beaux graphismes du monde et vous avez une expérience qui peut être fluctuante avec le meilleur matériel qui peut être fluctuante, du coup pas fou, soit vous avez une expérience fluide et stable, mais pas en bénéficiant de tout, notamment le ray tracing qu'on sait très très gourmand, que ça soit chez Nvidia ou AMD, hein, le ray tracing est très très gourmand. Du coup, c'est cool. En vrai, c'est cool. Le Fidelity, c'est dur à dire. Fidelity FX, qui a vocation de devenir l'équivalent ou la concurrence du RTX, le pack de technologie et de soft et d'options associées avec leur technologie. Ce qui fait actuellement la force de Nvidia. Hein. AMD a fait des cartes très puissantes sur leur dernière génération. Problème de stock, ça on n'en parlera pas tout de suite. Mais en termes de performance, on y est, on a des trucs vraiment solides.
juste on est toujours derrière en termes de fonctionnalités, de petits trucs sympas, de DLSS qui fait que c'est moins un gouffre en performance, enfin les graphismes au maximum sont moins un gouffre en performance, ce genre de truc. Et pour l'instant, Nvidia a encore de l'avance, mais on voit que AMD travaille, et on sait qu'AMD travaille fort, vite et en général plutôt bien. On a vu sur les processeurs, ils ont quand même rattrapé du retard, ils ont été en retard à un moment, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Sur les cartes graphiques, c'est presque pareil, hein, ils ont presque rattrapé leur retard, au moins en termes de performance brute. En vrai, en termes de performance brute, les séries 30 de Nvidia et les RX 6000 de AMD sont dans les mêmes eaux. Juste, il y en a qui ont plus de fonctionnalités associées, plus de compatibilité optimisée. Et c'est ça qui fait le taf pour l'instant. Ça et le DLSS. Et peut-être encore un peu de tâtonnement sur le ray tracing d'AMD, mais en même temps c'est leur première itération et faut le temps d'apprendre aussi. C'est assez normal, hein. Franchement c'est un, c'est pas un vrai jugement, c'était attendu, hein, que on fait pas la meilleure version du premier coup, hein. C'est pas comme ça que ça marche et c'est normal. Du coup c'est très prometteur. Seul truc, c'est que c'est pas tout de suite. Pas tout de suite. On nous dit normalement les premières apparitions plutôt de trucs type bêta au mois de mars. Pas de date précise. On nous dit aussi, et ça c'est intéressant, euh, c'est avoir le même type de technologie sans le recours, parce que là c'est vraiment une technologie qui est pas copiée parce que c'est pas l'idée, mais qui est calquée en fonctionnement sur le DLSS. C'est le même type de truc assisté par de l'intelligence artificielle. Après, on ne sait pas encore où ils vont aller chercher cette intelligence artificielle, là où on sait que Nvidia a des cœurs dédiés à ça. Ça, c'est la petite question encore, mais on va voir. Et ils nous annoncent une version un peu plus low cost pour justement probablement des versions plus low cost des cartes sans cette partie intelligence artificielle. Du coup, disponible pour à peu près plus tout le monde. Et pareil, une histoire d'avoir des graphismes plus jolis en ayant une consommation et un besoin de performance plus bas. Donc c'est quand même des bonnes idées, surtout pour la majorité en fait, parce que la majorité n'ont pas une 3090, une 3080 ou une 6900 ou 6800 XT. Pas une carte qui coûte plus de 600 euros, ce qui est normal. Donc on veut aussi que le peuple, le monde puisse toucher à ces technologies qui sont quand même vachement sympas. Parce que franchement, c'est un peu l'idée ultime, c'est nous rendre le jeu plus beau et plus fluide que demande le peuple. Euh, donc, euh, donc il y a aussi ça qu'on nous promet plus tard. On verra. Ça arrivera dans les mises à jour. On nous en reparlera sûrement. Mais on savait qu'ils y travaillaient. On le savait, hein. Ils nous ont dit direct quand ils ont sorti les cartes. Ils nous ont dit on travaille sur les petits trucs associés. On n'est pas encore prêt tout de suite, donc on vous en parle pas. Mais on a des trucs. Euh, on a attendu. Ils nous annoncent des trucs sympas. Après avoir le test ultime sera le test in-game, voir si les graphismes sont bons, la fluidité est bonne et si on ne voit rien. Parce que c'est aussi ça la magie du DLSS actuellement, c'est que c'est de l'upscale intelligent et tellement intelligent que notre œil, notre œil humain, après on n'a pas tous les mêmes yeux et tout, mais même des gens dont c'est le métier voient quasiment pas la différence, voire pas la différence. Donc c'est très très bien, c'est très très bien et très très beau. On attendra de voir les vrais tests, mais c'est prometteur et bien joué à eux. Voilà, on parle souvent d'eux pour cause de problèmes de stock. Quand ils font des trucs bien, on le dit aussi. On sait que tous les problèmes de stock ne sont pas de leur faute non plus, mais c'est bien qu'on parle un peu bien d'eux, parce qu'ils font des trucs bien, ils sont clairement minés par la production, mais ils font des trucs sacrément bien et ils ont quand même
travailler fort pour revenir au taquet sur la technologie et être au niveau de la concurrence, voire au-dessus sur certains points. Donc bravo, bravo AMD, vous faites du bon travail, sauf sur la prod, mais ça c'est une autre histoire. On continue avec Starlink, pas le jeu vidéo, hein, bien l'accès à Internet par satellite d'Elon Musk. Alors c'est bientôt disponible en France. Alors bientôt ça veut tout et rien dire, hein, on sait bien. Euh, Ici on nous parle euh, du, du deuxième semestre 2021. Donc disponible en France au deuxième semestre 2021. Sachez que vous pouvez déjà précommander votre matériel de réception qu'on voit ici. C'est une antenne en fait, une antenne parabole. Euh, pour recevoir votre internet, ça vous coûtera la somme de 99$, soit 82 euros, sur le site officiel de Starlink. Donc si ça vous intéresse, allez-y, hein, tentez le coup. Si c'est bien. En vrai, si vous n'avez pas d'autres moyens, ça peut être une solution d'avoir un internet convenable. Bon, ce sera forcément plus cher qu'un internet standard par, par ligne cuivrée ou fibre optique, mais bon, il y a des endroits où on n'a pas le choix. Donc ça peut être le feu. Je sais pas quels sont les débits promis. Toujours ça. Moi, j'avoue que j'ai jamais vu euh, de l'internet par satellite dépasser les 100 mégas, je crois, et c'était très très cher. Mais avoir les débits promis, c'est un peu ça le problème. Parce que si c'est pour vous retrouver avec 5 mégas stables, c'est pas la folie non plus. Donc à voir. Sachez que on en avait déjà parlé, les satellites pour distribuer le réseau comme ça nécessitent des bases au sol, des stations au sol, pour relier le signal. Parce que bah, les data centers sont encore sur Terre, on les a pas encore envoyés dans l'espace. Donc il faut bien que ça revienne sur Terre. Euh, du coup, il y a l'installation en France de base au sol. Voilà. Non mais c'est normal, c'est normal. De toute façon, il y a aussi des limitations techniques. Mais, euh, mais c'est toujours mieux que certaines connexions. C'est toujours mieux que certaines connexions. Euh, du coup, les bases au sol, il y en a déjà en France. Ça, c'est la bonne nouvelle. Là, un peu moins bonne nouvelle, et ça fait un peu polémique en ce moment, c'est qu'ils veulent en installer une nouvelle dans la baie du Mont-Saint-Michel. Bon, déjà, peut-être pas le meilleur. Franchement, sans mentir, pas le meilleur des endroits pour avoir décidé d'en implanter une, parce que c'est dans la baie du Mont-Saint-Michel. Donc déjà, vous imaginez l'endroit. Ça peut poser des problèmes. Et en plus, c'est dans la zone classée Natura 2000, donc protégée. Franchement, les gars, vous auriez pu faire un effort et trouver un endroit où c'est pas en zone protégée, tout de même. Elon, on t'aime bien, mais déconne pas. La nature, c'est important tout de même. En plus, on sait, on avait traité la news que il commençait à envoyer des satellites équipés de liaisons laser pour justement diminuer, avoir des échanges de données ultra rapides entre les satellites et diminuer le nombre de stations au sol, ce qui est très intéressant, même si pour l'instant cette technologie est encore à ses débuts et très coûteuse et pas trop acceptée par toutes les instances. Ça peut être une solution à voir. C'est quand même cool, même si nous, on va pas se mentir, la France est un très beau pays, mais est un petit pays. On est petit, on n'a pas une grande surface. Et à part dans quelques régions, on va dire montagneuses, sinon quasiment tout le reste de la France est au moins équipé en termes de lignes cuivrées téléphoniques. Franchement, il y a quand même assez peu d'endroits, à part dans les régions montagneuses et les régions vides, euh, les régions naturelles. Euh, on a quand même au moins les lignes téléphoniques d'autrefois. Donc
on n'est quand même pas le pays le plus demandeur de ce genre de technologie. Encore une fois, effectivement, pour certains applicatifs, ça peut être sympa. Vous n'aurez pas une connexion fibrée, loin de là. Vous aurez en gros du VDSL, du VDSL de base, quoi. Un peu moins bien. Mais ça peut être une solution, encore une fois. Et ça montre bien que ça s'étend. Si c'est disponible chez nous, on imagine que ce sera ou que c'est disponible chez nos voisins européens. Donc ça s'étend et ça veut aussi dire qu'ils commencent à avoir beaucoup de satellites en orbite pour proposer autant de zones géographiques en même temps. Nos débits sur quoi? Ça dépend de quel débit tu parles. Le débit moyen? Le débit moyen, c'est possible. Ça, c'est possible. Mais sinon, notre fibre est plutôt pas mal. Notre fibre est plutôt pas mal. Débit moyen, ouais, c'est normal. On est plombé par le fait qu'on ait encore trop peu de gens fibrés. Et du coup, entre de la fibre où vous avez de base 300 ou 500 mégas à de la VDSL où vous avez 50 ou de la DSL où vous avez 25 si vous êtes dans les meilleures conditions possibles et imaginables, il y a des gaps énormes et effectivement, c'est sûr. Là-dessus, c'est sûr. On continue avec Graphcore. Est-ce que vous connaissez Graphcore? Moi, je ne connaissais pas avant. C'est le leader britannique des puces d'intelligence artificielle. C'est une entreprise qui utilise des licences ARM pour faire ses puces. Et c'est aussi la personne, enfin l'entité qui a demandé l'ouverture des enquêtes liées à la concurrence, aux autorités de régulation de la concurrence, par rapport au rachat d'ARM par Nvidia. Donc, on a traité cette news disant que les instances britanniques et européennes lançaient l'enquête. C'est Graphcore qui a demandé, qui a soulevé la question, et ensuite les instances il n'y a pas de direction non plus. Hein. Ils ont levé la question et les instances ont décidé de mener l'enquête. Bon, tout ça est très compliqué. En gros, pour faire simple, c'est un peu les guerres des géants. ARM est un fleuron britannique, encore et toujours, même si c'est détenu par des capitaux. C'est quoi? C'est une holding ou un truc comme ça. Enfin, des gens qui brassent de l'argent en Asie, je crois. Et Nvidia est américain. Donc, en fait, déjà, ils ont peur, Graphcore, parce que eux utilisent des licences ARM, donc potentiellement, ils peuvent être impactés par une hausse des prix. Voilà, premier point. Ensuite, ils ont peur du monopole, ils ont quand même peur du monopole ARM Nvidia, en sachant que Nvidia fait un peu d'intelligence artificielle, peut y avoir des problèmes de concurrence déloyale, tout ça. Et en plus, en tant que bon britannique, ils aimeraient que ARM reste britannique. Donc en vrai, ils aimeraient bien, eux, pouvoir racheter ARM, même si je doute qu'il y ait un monde où les autorités de régulation de la concurrence acceptent ce genre de truc. Même si on sait jamais, hein, entre Britanniques, ils peuvent peut-être s'arranger. Je ne sais pas. Voilà, on sait qui a demandé, qui a dit que c'était peut-être un problème. Et on sait maintenant pourquoi d'un coup les autorités ont ouvert des enquêtes sans avoir jamais trop dit quoi que ce soit avant. Donc une affaire à suivre, hein, qui se déroule déjà depuis des mois. Mais bon, on parle d'un rachat à 40 milliards de dollars, donc on peut bien mener quelques enquêtes pour 40 milliards de dollars. Ça peut
ça peut s'imaginer, c'est pas trop choquant. On continue avec le chinois SMIC. Alors, le chinois SMIC, leader chinois du semi-conducteur, qui fait des puces, investit 12 milliards de dollars, donc encore des sommes énormes, dans une usine de semi-conducteurs, du coup en Chine, bien sûr, leader chinois en Chine. Alors, tout ça s'inscrit vachement dans la guerre entre les USA et la Chine, les sanctions à tout va entre les entreprises chinoises et américaines. À savoir qu'aujourd'hui, les gens qui font les leaders du semi-conducteur mondial sont principalement pas chinois, en fait. Et ils sont, par exemple, taïwanais avec TSMC, ou coréens avec Samsung, mais soumis aux sanctions américaines s'ils travaillent avec les entreprises chinoises. Donc les Chinois se mettent en sécurité. En gros, ils boostent l'investissement dans le développement d'usines en Chine pour fabriquer des puces. Des puces qu'on nous dit en gravure inférieure à 14 nanomètres, ce qui est ce qu'on utilise actuellement pour tout le monde, quoi. Du coup, ça fait rêver tout le monde. À noter en plus que, comme d'habitude, et ça c'est une des grosses forces des groupes asiatiques, pas que chinois, asiatiques en général, c'est qu'il y a un genre de coalition SMIC, leader chinois, s'allie avec des plus petits groupes pour que ces plus petits groupes puissent aussi bénéficier de ces infrastructures et de ces lignes de production. Donc tout le monde a le droit de manger un petit peu du gâteau, pas la même part forcément, hein, tout le monde n'investit pas les 12 milliards, mais ils pourront en profiter quand même. Alors en vrai, pourquoi ils l'ont pas fait plus tôt? Parce que ça pose plein de problèmes. Là, ils le font parce qu'ils ont quand même relativement peur d'être bloqués par les Américains. Ça pose des problèmes de... par exemple, parce que c'est bien marrant de dire on va faire une usine, mais par exemple les machines qui servent à fabriquer ces puces et à graver aussi finement en dessous de 14 nanomètres, imaginez 14 nanomètres c'est indécelable pour l'œil nu, il n'en existe pas beaucoup et il n'y a pas 36 000 entreprises qui les fabriquent et qui les vendent. À l'heure actuelle, c'est simple, en dessous de 14 nanomètres, il y a une seule entreprise qui est située aux Pays-Bas. Pareil, il y a un problème, eux ils peuvent pas avoir, les Chinois n'ont pas le droit d'avoir ces machines-là pour l'instant. Il n'y a pas d'accord et pareil, hein, il y a possiblement sanctions américaines, tout ça, toujours possiblement sanctions américaines. Donc, même si c'est aux Pays-Bas, c'est le genre d'entreprise qui n'est pas du tout lié à... qui n'a pas du tout son marché uniquement aux Pays-Bas. Ils ont un marché qui est totalement mondial, donc ils sont liés à tout plein de sanctions de la part de tout le monde. Et c'est toujours très compliqué. Surtout sachant que c'est à l'heure actuelle les seuls à fournir le matériel pour graver des puces en 7 nanomètres et moins. Pour l'instant, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit d'avoir ces machines, à voir si ils arrivent à les inventer, hein, les inventer bien sûr, ou trouver des accords avec les Pays-Bas ou cette entreprise directement pour avoir des machines, mais on verra. En tout cas, ça montre bien que la Chine veut être indépendant de tout problème extérieur, veut pouvoir être souverain de sa production électronique, et du coup, ils investissent à grands coups de milliards pour espérer de l'être. On verra si ça marche, on verra si d'ici quelques années, on aura les premiers processeurs totalement chinois, ce qui n'existe pas du tout à l'heure actuelle. On dit que tout est fait en Asie et parfois tout est fait en Chine. Vos processeurs ne sont pas faits en Chine, souvent à Taïwan, pas loin, mais pas en Chine.
Et du coup, c'est assez marrant. On verra dans le futur, peut-être peut-être révolutionner, parce que franchement, le jour où où ils maîtriseront le truc, ils essaieront de les exporter, hein, bien sûr. C'est le but. Même si le marché chinois est déjà un sacré marché à lui tout seul, le monde est un bien plus grand marché. On continue avec une triste nouvelle. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais en tout cas, moi j'en ai entendu parler de partout depuis ce matin. Euh, le studio CD Projekt Red a été victime d'un piratage euh, un piratage ciblé, hein. Ils ont reçu un message. euh, En gros, disons que voilà, les pirates avaient récupéré des codes sources de certains jeux comme The Witcher 3, Cyberpunk, Gwent et même une version inédite de The Witcher 3. Euh, Et aussi, et ça c'est peut-être encore plus problématique, mais des dossiers administratifs. Alors, ils ont été très vagues sur le sujet, mais visiblement ça touchait un peu de tout, que ça soit des données de compte, mais aussi du RH ou de la relation avec les investisseurs. Enfin, ça avait l'air de toucher à beaucoup de trucs. Euh, Depuis, on a eu quelques news en plus. Ils ont dit que, de toute façon, ils ont euh, directement dévoilé le message en disant que c'est un genre de ransomware, en disant que voilà, ils avaient été piratés et ça demandait une rançon. Donc, à partir du moment où ils dévoilent le message, on se doute bien qu'ils ne vont pas payer. Sinon, ils n'auraient pas dévoilé le message, hein, ils sont pas débiles. Euh, Du coup, ils sont revenus un peu plus tard dans la journée en disant qu'ils avaient sécurisé leurs données administratives et qu'ils assuraient qu'aucun données liées aux joueurs n'avait fuité. Euh, donc toute cette communication sert à quoi? Sert à dire que déjà ils ne paieront pas. Deuxièmement, qu'on peut s'attendre potentiellement à voir des trucs sortir sur Internet les concernant. Euh, Après, on saura jamais si la véracité de ce qui sortira, hein, de toute façon. Mais ils ont été piratés comme ça arrive à plein de gens, de sociétés. C'est incroyable. Euh, mais là, c'était bien ciblé contre eux, hein. Ils ont reçu un message dans lequel il y avait écrit CD Projekt. Donc, c'était bien pour eux. Euh, à voir ce qui se passera dans les prochains jours, mais en tout cas, ils ont décidé de ne pas céder et il y aura sûrement des fuites dans les prochains jours, hein, c'est quasiment sûr. Après, c'est pas, le but n'est pas de faire de la publicité à ce genre d'action, c'est quand même déjà illégal et, euh, et c'est pas très sympa. Bon, ok, ils font plein de merde parfois, mais c'est pas une façon de traiter les gens quand même. Donc ne piratez pas, c'est mal. En tout cas, ça a fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui. On continue avec un boîtier. Yes, un boîtier. Alors, comme hier, un boîtier mini ITX, donc vraiment petit. Différence d'hier, c'est que celui-là il est vertical, donc il est pas très profond, mais il est plus haut. Voilà à quoi il ressemble. Comme hier, on peut y mettre plein de trucs, notamment une vraie carte graphique vraiment grande, un peu ce que vous voulez comme carte graphique, ça régale. Vous pouvez même mettre du water cooling sur votre processeur. Après, en termes d'alimentation, ce sera du SFX et en termes de carte mère, ce sera du mini ITX. Pardon. Euh, il ressemble à ça sinon, quand il est vide. On peut y mettre vraiment plein de trucs, hein, des disques, machin. Vous serez juste limité en termes de carte mère et d'alimentation, principalement. Vous pouvez voir ici les prix. Alors, je vous avoue que j'ai pas trop compris un truc. On nous dit en noir et en blanc, ça ok, je comprends. Jusque-là, ça va, je suis.
Ça s'affiche à 119 $. Jusque-là, je suis aussi. Et après, on nous dit pour 129, une version entièrement en mèche. Donc le mèche, c'est cette matière-là, matière un peu grillagée. C'est-à-dire que quoi, il y a une vitre? Ça, c'est une vitre? Peut-être que ça, c'est une vitre. Donc voilà. Par contre, du coup, plus cher sans la vitre. Ah ouais, peut-être, peut-être, peut-être. Peut-être, peut-être, mais pourquoi plus cher sans la vitre, quand même? Non? Enfin voilà. C'est quand même relativement cher. Ça reste moins cher que celui qu'on a vu hier qui était du coup horizontal et pas vertical, donc euh, plus long et profond et moins haut. Ici, on n'y retrouve pas tous les éléments haut de gamme qu'on a vu sur celui d'hier, mais c'est plutôt sympa et encore une fois, on nous promet d'avoir une vraie config gaming dans un tout petit boîtier sans avoir de surchauffe. Ici, on y croit au pas de surchauffe, tout est en mèche, donc tout est ventilé efficacement. Plutôt sympa, un peu cher, forcément, parce que bon, 120 $, 120 $, ça fait quoi? Ça fait un peu moins de 150 €, ça reste cher. Euh, et puis quand il est vide, il fait vite quoi. Vraiment, on n'est pas sûr que ce soit un boîtier. Si, c'est bien un boîtier. Euh, voilà. Toujours, un jour, je monterai une config mini TX pour voir ce que ça donne et je testerai. Toujours sceptique, hein, mais je suis sûr que ça marche très bien. Je suis sûr que je suis un vieux con et que ça marche très bien. Yonerlock, on continue avec une souris et franchement, j'adore. Vraiment une souris. Alors, on va aller au visuel. Ah ouais, ok, j'ai pas le visuel. Euh, voilà le visuel de la souris. Alors, on a les trous. Effectivement, les gens qui aiment pas les trous, toujours un problème. Mais on a quand même des solutions. On a des solutions. Première solution, c'est que déjà les trous, c'est fait pour être léger. Donc du coup, elle fait 59 grammes, ce qui est plutôt très léger. Deuxième point, on a deux coques. Donc déjà, on a des trucs modulables. Troisième point, et ça, très important, je trouve, on nous donne les modèles 3D pour faire les coques nous-mêmes. Euh, donc ça, c'est quand même un gros plus. Si vous avez, par exemple, une imprimante 3D, vous pouvez faire les coques dans la couleur que vous voulez, la matière que vous voulez, avec ou sans trou, comme vous voulez. Et ça, c'est quand même plutôt sympa. On a le RGB de présent, c'est un plus, mais ça reste à souligner. Le prix entre 59 et 69 € suivant le coloris, donc c'est plutôt accessible pour une souris qui est, j'avoue que je ne l'ai pas précisé, mais qui est faite pour le gaming, hein. Elle a toutes les caractéristiques des meilleures souris gaming. Elle est filaire, par contre, mais du coup, pour le gaming, le filaire, hein. Euh, et on vous donne quand même accès au modèle 3D pour la customiser un peu à l'infini. Euh, Petit point bonus, ça c'est vraiment du détail, mais on va le dire quand même parce que ça reste un petit point bonus. On vous offre deux keycaps, donc c'est des touches de clavier. Pour les gens qui ont des claviers mécaniques, voilà, c'est gratuit, c'est en plus. C'est pour moi. Du coup, en vrai, c'est plutôt sympa. Vous voyez, c'est ici, c'est ça les keycaps. Euh, c'est plutôt sympa, c'est un prix correct. C'est peut-être pas destiné à tout le monde, effectivement. Tout le monde n'a pas envie d'avoir une souris très légère avec des trous machin. Mais c'est quand même du matériel haute qualité.
du coup un peu tourné vers la communauté avec ces histoires de modèles 3D, qui a toutes les caractéristiques pour le gaming à un prix contenu. Donc on peut que en dire du bien. C'est vraiment ça a l'air d'être un très bon produit. Et moi, ça me fait bien envie. Voilà. Que de choses gentilles à propos de cette souris. On continue avec une news moins drôle. Petite news d'Intel qui nous dit bon, alors, on vous a dit la 11e génération, ce sera compatible et tout, mais en fait, voilà, hein, c'est pas compatible avec tout. Pas avec toutes vos anciennes cartes mères. Si vous avez des, euh, des chipsets B460 ou H410, ce ne sera pas compatible avec la 11e génération. Si vous avez des chipsets Z490 ou H470, ce qui est le haut de gamme, ce sera compatible. Donc voilà, hein, une demi-compatibilité, c'est un peu dommage. Après, je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est peut-être aussi pour pouvoir bénéficier de, de fréquences de RAM assez rapides. On sait qu'il y a ça qui joue aussi sur les différents chipsets. Donc je ne suis pas rentré dans les détails, mais c'est quand même un peu dommage de la part de Intel qui nous avait annoncé la compatibilité avec la génération précédente. En fait, c'est qu'à moitié le cas. C'est déjà un pas en avant pour Intel qui avant n'était pas du tout compatible, mais ça reste un demi-pas. On continue avec d'autres mauvaises nouvelles. Je vous promets, c'est la dernière mauvaise nouvelle d'aujourd'hui. La disponibilité des cartes graphiques Nvidia sera encore plus mauvaise ce trimestre. AMD, c'est les mêmes bails. C'est la crise. Ça va être le nouvel an chinois. Toute l'industrie asiatique va être à l'arrêt pendant 2 semaines. Il y a toujours des problèmes, des pénuries en termes de matières premières. Ça va pas se résoudre tout de suite. Franchement, à surveiller début mars, mais rien ne va s'arranger avant début mars. Si vous voulez acheter une carte graphique, bon courage. Parce que là, à l'heure actuelle, trouver n'importe quoi pour faire du jeu vidéo, ça devient compliqué même si on a de l'argent. Et ça, c'est quand même assez triste. Sachez que si vous avez vraiment beaucoup d'argent, il y a parfois quelques 3090 qui traînent. Et oui, oui, c'est sûr que le mining de crypto-monnaies n'aide pas ils ont bien compris que ça marchait vachement bien ces nouvelles cartes. Et eux, ils ont les fonds disponibles pour acheter un peu à n'importe quel prix. Ils voient quand même qu'en tant de temps, ça se rentabilise. Donc, ils sont bien trop chauds. Ils sont bien trop chauds. Mais ça va pas s'améliorer tout de suite. Si vous pouvez, attendez. Sinon, bon courage. Et ayez un F5 rapide. C'est le secret. On finit avec des trucs un peu what the fuck. On commence avec une 3090, la HOF par Galax. Alors, si vous avez été attentif, on l'a déjà vu. Mais dans un labo. C'est la carte qui a passé les 3 GHz de fréquence sous azote liquide. Donc des gens se sont bien amusés avec. Hein. Elle a un look de ouf avec un écran énorme. Vous voyez, écran énorme ici. Et c'est la carte la plus chère. Pas de tous les temps, mais au moins des 3090 et probablement des Nvidia pas pro. Même si la Titan était très chère. Ici, on est sur de 3899 $ jusqu'à 4499 $ pour une carte en édition limitée. Alors je suis pas sûr qu'il y ait quoi que ce soit de truc en plus, elle est juste en édition limitée. Très très cher. Vraiment la plus chère, hein. La reine.
HOF pour Hall of Fame, normal. C'est ça, ça va de soi. On y voit les 3 connecteurs d'alimentation. Il faudra au moins ça. Ils auraient peut-être même pu en rajouter un 4e. Hein. Ça aurait pas été de trop. Il y a quand même un écran de 4,3 pouces. Hein. Tout de même. Donc on respecte. Et moi je la respecterai à l'infini. Même si elle coûte aussi cher. Je dirais jamais qu'elle vaut son prix. Mais je la respecterai à l'infini. Parce que c'est quand même la première carte à avoir dépassé les 3 GHz. Et ça, c'est quand même pas rien. Donc elle coûte une blinde, mais elle est dans le Guinness Book, donc c'est mérité. Non, en vrai, c'est pas mérité, mais bon, c'est pas grave. Achetez une autre 3090 au pire. Hop, on continue avec encore dans le what the fuck. On est sur un ordinateur presque portable, le Aurora 7 d'Expanscape. C'est trop dur à dire, Expanscape. On a pas moins de 7 écrans, plus un petit en bonus. Regardez la bête. Est-ce que vous voudriez avoir ce genre d'ordinateur portable? Pas sûr. Hein. Pas sûr, pas sûr. Même si ça a l'air plutôt marrant. C'est quand même gros. Euh, Ah ouais, ouais. Je sais pas. Hein. Je sais pas. Je crois que dans le train, tes voisins, ils te détestent. Hein. Du coup, on a 7 écrans, plus un petit en bonus ici. Là. Vous voyez? Ici. Euh, c'est un ordinateur qui n'est pas portable, hein, il est transportable. Je vous conseille la valise tout de même pour le transporter. Voir une personne dédiée au transport de ce matériel. Euh, on a bien sûr pas de prix et heureusement parce que j'aurais pas aimé savoir le prix. Yo Banksy. Euh, il est équipé de tout ce qu'on a envie d'avoir dans ce genre d'ordinateur. On a un i9 9900K, on a 64 Go de mémoire RAM DDR4, on a une carte graphique, peut-être pas la meilleure du coup, une 1060, mais ça fera bien le taf pour effectivement faire le trader, le trader dans le train. On a plein de stockage, on a 2 SSD de 500 Go et de 1 Tera. Ils ont même ajouté un autre SSD de 1 Tera et un disque dur de 2 Tera au cas où si vous aviez pas assez de place. Bah ouais, hein, peut-être que 1,5 Tera c'est pas assez, donc on rajoute 3 Tera. On sait jamais. Seul petit problème, l'alimentation pour ce bazar. On nous dit, il y a 2 batteries. On a une pour le système, on en a une pour les écrans. On a une batterie juste pour les écrans. Et oui, il faut ici. Et dernier problème, c'est que, bah, on a entendu, il y a un i9 dedans. Et du coup, si on fait vraiment tourner le i9, et ben on a 28 minutes d'autonomie. Dernier point, il pèse 12 kg. Du coup, je vous ai dit, un transportable, pas portable, 12 kg. Ne faites pas subir ça à votre dos, je vous en supplie. Il vous dira merci. Du coup, bah c'est marrant, on n'a pas de prix, vaut mieux, ça se vendra jamais. C'est bien trop lourd et gros et tout ce qu'il faut pas. Mais les idées d'ordinateurs portables avec plusieurs écrans reviennent. On a eu des meilleures itérations de ce genre de trucs, notamment dans des 17 pouces, où on peut mettre potentiellement plein de trucs. Mais non, là c'est un peu trop, c'est trop lourd, il n'y a pas d'autonomie. Alors ça fait vraiment très prototype, fini un peu à l'arrache et on n'a jamais trouvé le moyen de gérer l'alimentation parce que je suis désolé, 28 minutes d'autonomie. Et bah dans le train il faudra être assis à côté d'une prise, hein, même de deux du coup, parce que vous avez 2 batteries, donc 2 chargeurs, donc il vous faut 2 prises en plus. Pas évident, hein, pas évident. Euh, vaut mieux peut-être avoir 2 ordinateurs, comme ça 2 prises, 2 ordinateurs, c'est plus rentable. Vous avez que 2 écrans du coup, mais peut-être mieux quand même. Et plus d'autonomie pour le coup. Mais c'est marrant et du coup j'ai vu ça, je me suis dit, il fallait que je vous le montre.
Ça m'a bien fait rire. On continue avec une télé Xiaomi, la Mi TV Q1. Alors, on parle d'une télé de 75 pouces. 75 pouces, c'est un peu moins de 2 mètres de diagonale. On est sur du QLED, on a de l'HDMI 2.1, donc on a de la grosse tech. Le seul truc qu'on pourrait avoir de mieux, c'est de l'OLED à la place du QLED, mais dans ces prix-là, c'est juste impossible. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une télé immense, capable de monter jusqu'à 120 Hz en 4K. On a un très bon rétroéclairage grâce au QLED. On a le HDR, le HDR10+, le HGL, le Dolby Vision, tout ça vous y comprenez rien, c'est des réglages de luminosité et de couleur faits par des professionnels pour vous, public. Donc c'est incroyable, ça vous fait ressentir encore plus proche de l'écran du cinéma qu'avant. Et il y a vraiment, si vous avez déjà fait des tests, il y a vraiment des différences. Le HDR est déjà un petit gap, à savoir que le HDR est le HDR10+ est un réglage fixe. Et ensuite, sur les autres modes, le HGL et le Dolby Vision, vous avez des réglages dynamiques. Et là, bah, c'est le feu, hein. Mais pas pour tout le monde, hein. C'est des technologies encore très peu accessibles, malheureusement. Du coup, on a l'HDMI 2.1 pour profiter de votre image 4K jusqu'à 120 Hz sur votre téléviseur énorme. Vous avez aussi, grâce à l'HDMI 2.1, le ALLM, le Auto Low Latency Mode, qui vous permet d'avoir un temps de réponse agréable pour du gaming. On sait que le temps de réponse dans du gaming, enfin pour du gaming, est très important. Ici, vous avez ce qu'il faut. Voilà le visuel. On a de l'Android TV et tout ce qu'on retrouve dans une Smart TV actuelle, Netflix, Amazon Prime, Disney+, tout ce que vous voulez. Vous avez aussi Google Assistant et Amazon Alexa. Design plutôt sobre, hein. À noter quand même, c'est 75 pouces, hein. On est sur la télé, j'ai pas calculé exactement, mais on est un peu en dessous de 2 mètres de diagonale. Faut avoir la place, hein. On est sur du très grand écran. Euh, pour le prix, très attractif, clairement, je vous le dis. 999 € pour les 30 premières pièces. Bon, vous aurez très peu de chance de l'avoir à ce prix-là. Mais certains, les 30 premiers chanceux, l'auront à ce prix-là. Et ensuite, 1299 €. Alors, ça peut paraître un prix élevé. Ça ne l'est pas tant que ça. On est quand même sur du QLED, donc on est sur la meilleure technologie de LCD en gros pour l'instant. Tout ce qu'il y a de mieux au-dessus, je vous l'ai dit, c'est le OLED qui existe déjà, mais qui coûterait minimum 3 à 5 fois plus dans ces tailles de diagonale là. Au moins 3 fois plus minimum, 3 fois plus 1300 € x 3, hein. Même pas 1000, hein. Et encore, si vous arrivez à avoir ce prix-là, c'est que vous avez la meilleure, la, la meilleure offre possible. Et en général, c'est plus aux alentours de 5-6 000 €, surtout pour des diagonales de 75 pouces. Donc, vraiment, encore une fois, 75 pouces, c'est énorme. Vous avez du QLED qui est le meilleur, actuellement le meilleur LCD qu'on sache faire. Vous avez toutes les technologies actuelles, les technologies aussi pour le gaming, avec les consoles dernière génération. Un design plutôt sobre. Après, on nous dit rien au niveau du son. Ça, c'est le seul petit problème. Il y a un micro pour une reconnaissance vocale et des instructions vocales si vous avez envie. Euh, donc plein de trucs sympas pour un prix vraiment intéressant, vraiment intéressant. Et on finit avec un vidéoprojecteur et c'est marrant parce que il coûte le même prix que la télé. C'est fou ça. Il coûte 1300 € ce vidéoprojecteur. Alors, vidéoprojecteur de la marque BenQ. Peut-être que vous connaissez pas BenQ, c'est quand même une grosse marque de moniteurs de, de moniteurs de PC.
je perds mes mots. Je savais pas qu'ils faisaient des vidéoprojecteurs, mais ça m'étonne pas vraiment. À savoir sur ce vidéoprojecteur, la définition ce sera seulement du Full HD au mieux. Par contre, on a les 120 Hz pour du gaming. Il se veut un peu pour le gaming. On y retrouve aussi une latence faible de 8 millisecondes. Il embarque un système Android TV qui lui permet d'être smart vidéoprojecteur, comme une smart télé. Donc pourquoi pas. Il coûte tout de même 1300 €. Pour avoir seulement du Full HD en 120 Hz, oui, mais seulement du Full HD. Sinon, il est stylé. En vrai, il est stylé, il a l'air assez petit et tout. Comme d'hab avec les vidéoprojecteurs, il faut avoir l'espace et le mur ou l'écran pour. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit que sa lampe est garantie pour une durée de vie de 5 ans, ce qui est un point très important pour les vidéoprojecteurs. C'est le seul élément changeable du vidéoprojecteur, donc c'est plutôt important. Et sinon, il a des très bonnes caractéristiques, juste que de la Full HD et tout de même 1300 €. C'est intéressant, mais un poil trop cher, malheureusement. Peu importe ce qu'il rendra en termes d'image, ça reste un poil trop cher. Et on aurait aimé, pourquoi pas, du 1440p au moins. On se dit pour du gaming, 1440p, pourquoi pas. Même si on sait que les consoles ne prennent pas forcément en charge le 1440p. C'est dommage. Voilà qui conclut notre point actu hardware du jour. J'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des retours. Je prends tous les retours avec grand plaisir. Je lis tout et je réponds. Et voilà, on se retrouvera demain pour la suite de l'actualité hardware avec toujours plein de trucs sympas, plein de trucs à découvrir et à comprendre. Et ça régale. Des actus sympas en ce moment, franchement, on se régale. Ça fait plaisir, c'est pas tout le temps le cas. Mais là, c'est le cas et on le dit. Merci d'avoir regardé.